un parcours très riche et au niveau pro, vous êtes une des professionnelles les plus renommées en psychologie positive, qui est donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, fondatrice et PDG de Positran, si je prononce bien, organisme de formation en psychologie positive. Et vous êtes enseignant dans différentes universités en France et au Royaume-Uni, dont HEC, et vous avez créé un réseau européen de psychologie positive. Donc je pense qu'on peut dire que vous êtes ultra légitime à parler de notre thème de ce soir, du futur du travail. Et donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser la parole. J'invite le public, vous êtes 68 pour l'instant et vous serez encore plus nombreux dans quelques minutes, à poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions basiques. On est preneur d'une soirée la plus interactive possible. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions. Ne vous freinez pas. Et je laisse la parole à Ilona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à tout le monde qui ont organisé ce festival, puisque je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est incroyable de voir en fait cette thématique abordée par HEC. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, parler d'optimisme et le futur du travail. En fait, je viens d'autres conférences où je parlais de la résilience. Donc, on va progresser, et je vais progresser de la résilience jusqu'à l'optimisme. Ça va être parfait, je pense. Et donc, bonjour à tous, à toutes. Et donc, j'aimerais bien en fait faire cette conférence sur les thématiques des futurs de travail. Et qu'est-ce qui, quelque part, on a besoin finalement pour l'affronter. Mais pour parler de ça, en fait, je vais commencer par quelque chose d'autre. Je vais commencer par le passé. Donc, Thomas, tu as bien parlé de fait où je viens. Et c'est exactement sur quoi j'aimerais bien accentuer un petit peu. Donc, je vais commencer par un petit peu de nostalgie. Nostalgie un peu bizarre. Donc, comme tu as déjà parlé, je viens d'un pays qui n'existe plus. Et donc, en parlant de mon histoire, moi, j'étais parmi ces pionnières. Donc, je pense que vous entendez très bien mon français. Je parle avec un accent et normalement, très souvent, je me présente comme britannique. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais l'origine, c'est quand même pas ça. Donc, oui, je suis grandi dans ce pays qui s'appelle Union soviétique. Qui n'était pas autant mauvais que vous pouvez imaginer. En fait, au niveau d'enfance, c'était plutôt sympathique. Je n'ai pas eu l'enfance misérable, plutôt très intéressante. L'école n'était pas mauvaise non plus, plutôt académiquement presque comme l'école française, plutôt pas mal. Ok, l'histoire, c'était un petit peu à côté de la plaque complètement, mais les maths, c'était parfait. Au niveau de maths, c'était parfait. Et donc, un jour, quand j'ai eu à peu près 12-13 ans, et donc, maintenant, vous pouvez calculer mon âge, si vous voulez bien. Donc, ce pays a commencé à collapser petit à petit. Le système a commencé à disintegrer. Et dans 2-3 ans, le pays était plus existant dans cette forme-là. 2, 3, 4, 5 ans. En fait, ça a pris beaucoup de temps, mais il a collapsé quand même, le système a collapsé plutôt vite. Et donc, il y a 2 leçons que j'ai apprises dans ce moment-là. La première leçon, c'était que les choses peuvent changer. Ils peuvent changer plutôt vite et dans une façon plutôt drastique aussi. Et la deuxième leçon, c'était que les gens réagissent dans une façon très différente à tous ces changements qu'ils vivent. Et donc, dans ce changement, dans ce collapse d'un pays, on a eu les personnes qui ont continué à faire les mêmes choses qu'avant. Donc, ils ont continué à aller au travail, même s'ils n'ont plus eu l'emploi. Ou en fait, peut-être qu'ils ont eu l'emploi, mais ils n'ont plus de salaire, en fait. Donc, les salaires qu'ils ont continué à recevoir, c'était peut-être 5 ou 10% de le salaire précédent grâce à l'inflation. Donc, ils ont continué à faire les mêmes choses. Et donc, petit à petit, ils ont devenu presque les ghosts, presque quelque chose qui était un petit peu réminiscent d'eux-mêmes d'avant, mais ils n'ont plus été pareils. Et les autres personnes ont commencé à faire les choses presque incroyables. En fait, ils ont accepté le fait que les choses sont plus pareilles. Donc, ils ont accepté à abandonner leur profession d'ingénieur, des scientifiques, des développeurs de l'énergie nucléaire, plein de choses très intéressantes. Ils ont accepté le fait qu'ils n'ont plus eu cette
personnalité ou identité professionnelle, ils ont commencé à faire autre chose pour survivre. Et donc, on a eu les ingénieurs qui sont partis massivement vers les marchés de Pologne pour vendre n'importe quoi, juste pour survivre. Et finalement, c'est les mêmes ingénieurs qui ont, quelques années plus tard, qui ont démarré les banques, les plus gros banques de Russie actuelle. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est très intéressant pour moi dans ce moment-là? Le fait que, comme les gens réagissaient différemment, je me suis posé une question. Et c'est vraiment une question qui est responsable pour le fait que je suis devenue un psychologue. En fait, j'ai eu cet espoir que quelqu'un a étudié qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là. Mais je n'ai jamais en fait trouvé cette étude. Mais la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qui a distingué ces personnes-là qui pouvaient s'adapter de ceux qui ne pouvaient pas? C'est quoi les différences entre les personnes, finalement, qui ont arrivé à ouvrir cette porte vers quelque chose d'autre, complètement inconnu, et les personnes qui ont continué comme avant, comme avant, comme avant. Et ça m'amène à un moment présent. Moment présent, quelque part, dans une façon très bizarre, parce qu'évidemment, on n'est pas dans l'Union soviétique, mais quelque part, dans ce moment présent, je trouve pas mal de signes qui sont un petit peu pareils. On est en train de vivre quelque part dans les systèmes qui collapsent, le système qui est plus pareil. Et on parle des systèmes de travail, on parle des systèmes organisationnels, on parle aussi des systèmes de croyances, quelque part, systèmes éducatifs. Donc, nos systèmes qu'on est en train de vivre maintenant, ils ne ressemblent plus du tout à quelque chose qu'on a vécu, ça fait 1 an et demi. Donc, avec le Covid, avec cette arrivée de Covid, pandémique déclarée par WHO, finalement, presque tout ce qu'on a connu, et pas tout, mais beaucoup de choses qu'on a connues, quelque part disparu, avec le nouveau stress qui sont arrivés, avec les nouvelles pressions qui sont arrivées. Donc, par exemple, évidemment, les perceptions de sécurité qui sont plus pareilles, les risques de contagion au travail, énormément d'informations qu'on est en train de vivre au quotidien, acceptation de quelque chose qu'on n'a jamais imaginé, tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, les quarantines, les confinements, les stigmas, les exclusions sociales de quelqu'un groupe complètement, les pertes financières, les pertes de travail, l'insécurité de futur, parce que même si on a les gens qui n'ont pas perdu le travail, il y a beaucoup d'insécurité par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine, qu'on n'a plus de quelqu'un pour payer et compenser tout ce qui ne se passe plus. Donc, plein de questions dans lesquelles on se trouve maintenant actuellement. Et si on, par exemple, regarde un petit peu de chiffres, qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres par rapport à la santé mentale, là, c'est par exemple une étude longitudinale, ça c'est par exemple une étude britannique qui est très, très connue, donc c'est quelque chose qui est très, très costaud, par exemple. Et on trouve qu'en 2018, et ça c'est baseline, ça c'est les chiffres de base, à peu près, on a eu 20% de population de travail, donc ça c'est population salariée, qui ont vécu en fait les détresses mentales finalement. Donc on parle d'anxiété, de dépression, de quelque chose comme ça. L'année 20, exactement le même type d'échantillon, choisi très très bien, on est plutôt à 32. Donc ça c'est le niveau de quelque part stress et impact de stress qu'on est en train de vivre actuellement. 32, ça fait un peu peur, mais pas autant qu'un autre chiffre qui n'est pas sur cette slide, chiffre de 69. Et 69, ça c'est détresse mentale des personnes, le pourcentage des personnes qui ont une détresse mentale, ça c'est les populations qui ont perdu l'emploi dans une façon permanente. Donc 32, si on garde l'emploi, on peut dire, et ça c'est par rapport à si c'est démittants, si c'est temps partiel, si c'est distanciel ou pas distanciel, présentiel, en fait, on est à peu près à 32. Pour les gens qui ont perdu l'emploi, on est à 69. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui puisse arriver. Et donc, les autres études, par exemple, celui-là international, qui a repris beaucoup de pays, donc Angleterre aussi, l'UI, donc les Arabes Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, Inde, Japon, donc
plusieurs pays, grand échantillonnage, on parle, oui, de 70% qui ont beaucoup plus de stress, 35% qui ont perdu l'équilibre, donc 40-42% des personnes qui croient qu'en fait, cette façon de travailler augmente les risques des erreurs, par exemple, ou baisse de la productivité. Donc, toutes ces questions-là sont importantes. Pourquoi c'est important? Parce que santé mentale, évidemment, c'est quelque chose qui ne se sent pas avoir déjà. Je pense que globalement, on préfère plutôt d'être heureux et pas déprimé. Mais aussi, c'est les questions qui posent aussi, qui ont un impact aussi sur la vie de société, des organisations. Et par exemple, je n'ai pas trouvé les bonnes études en France, mais je trouvais très, très bonnes études plutôt britanniques, par exemple australiennes, de Deloitte, par exemple, ou Commission de productivité en Australie, qui vont vraiment aussi donner les chiffres d'impact des mauvaises santé mentale sur la productivité. Donc, on parle d'entre 33 et 42 milliards de livres qu'ils ont perdus chaque année grâce à mauvaise santé mentale. 43-51 milliards de dollars en Australie. Et globalement, pour l'économie, on parle d'autres 60-79 milliards de livres d'impact grâce au fait que les gens sont au chômage et donc il augmente la pression sur les santé, sur le système de santé et tout ça et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aussi? Ça, on sait très bien, on est là actuellement dans les mêmes propositions, aussi travail à distance, il a des bénéfices. On sait qu'il a des bénéfices. Finalement, sur la productivité, à peu près 2-3 jours par semaine de travail à distance augmente la productivité, mais les inconvénients sont aussi un petit peu compliqués. Manque de collaboration spontanée, mode de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, et pour quelques personnes aussi, difficulté finalement de produire la qualité, spécialement pour les personnes jeunes qui ne sont pas encore habituées à cette mode peut-être collaboratif ou qu'ils ont besoin un petit peu plus de soutien. Et donc, mon question est suivante. Finalement, quand on regarde tous ces chiffres, quand on regarde notre capacité à adapter ou pas, mon question c'est qu'est-ce qui en fait distingue toutes ces personnes qui arrivent à s'adapter de toutes ces personnes qui ne parviennent pas, qui arrivent à s'adapter et bien fonctionner dans cette situation qu'on est en train de vivre actuellement. Et là, finalement, j'arrive à le futur. Et le futur, je pense, dans le futur, quelque chose qui est clair. Le VUCA, et je ne vais pas réexpliquer VUCA, je pense que vous connaissez déjà cet acronyme magnifique. Le VUCA est là, et le VUCA il va continuer, en fait, continue à augmenter au niveau d'identification et intensité. Donc, les VUCA commencent à développer, continuent à développer, on a volatilité, on ne peut plus prédire, même dans un an, on ne sait pas ce qui va se passer. Avant, on a programmé notre fonctionnement sur 10 ans, sur 5 ans. Est-ce que vous savez où votre société, votre entreprise, par exemple, où ça va être dans un an? Est-ce que vous savez, même dans 6 mois parfois? Incertitude, est-ce que vous allez survivre? Comment on va travailler avec toute cette complexité qui continue à augmenter? Donc, toutes ces questions-là. Et donc, si on regarde les tendances futures de travail, elles sont très nombreuses. Donc, on ne parle pas des croissances de population, on ne parle même pas des émissions de CO2. Par contre, on peut parler, par exemple, de tous les avancements de technologie. Et par exemple, si on parle d'AI, d'intelligence artificielle, ou IA en français plutôt, et on a parlé d'intelligence artificielle, du fait que c'était plutôt au niveau de l'hiver. Donc, on a eu les développements, mais le développement plutôt lent. On a entendu énormément des avancements, mais finalement, dans les derniers 10 ans, on n'a pas eu autant d'avancements. Mais par contre, si on parle avec les professionnels d'intelligence artificielle, là, on est rentré dans le printemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de développer dans une façon exponentielle. Donc, maintenant,
on ne sait plus, peut-être on le sait déjà, à quel moment l'automatisation va substituer tous les emplois ou beaucoup d'emplois. Maintenant, grâce à les analytiques des big data, ça s'est complètement transformé notre compréhension de ce qui se passe. Par exemple, là, on a en fait les chatbox d'intelligence, par exemple, ils ont déjà replacé les êtres humains sur énormément de sites Internet. Donc, les machines, finalement, les robots commencent à être plus efficaces que les êtres humains dans beaucoup, beaucoup de professions. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de développer dans une façon exponentielle et ça ne va pas arrêter, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça va continuer. On parle de quelque chose qui s'appelle en anglais the identity stack. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'adore cette notion. En français, on peut le traduire comme multiplication des identités. En fait, ça parle de qui tu es, qui on est, en fait. Et avec toutes les plateformes virtuelles, réalité virtuelle, les plateformes des réseaux sociaux, en fait, Identity Stack, c'est notre capacité à se représenter dans une façon multiple. Donc, quelque part, avant, on a eu nous-mêmes, qu'on a projetés dans un monde virtuel, peut-être. Et maintenant, on n'a pas juste nous-mêmes. On a version 1, version 2, version 3, version 4, version 10, version 20. Et on continue en fait à développer toutes ces identités multiples. Et donc, les questions, c'est comment tous ces identités multiples vont affecter la vie dans le monde réel quelque part. À quel point toutes ces identités multiples vont affecter aussi les façons qu'on ressent nous-mêmes finalement et notre propre santé psychologique, par exemple. À quel point on doit gérer toutes ces identités multiples dans une façon simultanée. En fait, il y a plein de questions que ça pose. Donc, et avec tous les outils, avec tous les téléphones, avec tous les médias sociaux, avec toutes les technologies, en fait, ça nous permet de créer les possibilités multiples des narratifs autour de qui on est finalement, qui peut être pareil ou très différent de notre personne physique. Donc, comment on prend ça en compte dans notre travail de coach, de formateur, de business, de toutes les professionnalisations, avec toutes les professions qui sont là aujourd'hui en face de cet écran. Donc, une autre notion que j'adore, peut-être que vous avez entendu parler, c'est hybridité profonde. En anglais, c'est deep hybridity. Et en fait, ça, c'est un mélange entre les mondes digital, biologique et physique. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui constitue notre nouveau normal, new normal. Et finalement, par exemple, dans une façon plus concrète, ça pose les questions comment chaque entreprise peut en fait proposer une expérience utilisateur qui est en même temps physique et en même temps digitale, mais dans une façon que c'est consistante, dans une façon que ce n'est pas contradictoire. Comment on va produire tous les produits et services qui sont en même temps complémentaires et en même temps capables d'adapter au fait qu'on fonctionne dans une complètement nouvelle façon. Et bien sûr, qu'est-ce qui fait très peur? C'est tout ce qui est autour des questions de disparition des emplois. Parce que si on regarde les prédictions actuellement, 50% de tous les emplois vont disparaître dans les prochaines 45 ans. 45%. 45 ans, désolé. 50%. 50% des emplois, comme on le connaît actuellement, vont disparaître. Et ça, c'est des prédictions plutôt sérieuses. On parle déjà d'à peu près 10-20% des emplois qui vont disparaître dans les 5 ans qui viennent. Et dans 45 ans, les 50% des emplois, comme on le connaît maintenant, vont plus être les mêmes. Est-ce qu'on est prêt? Et qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est en fait requalification, reformation. Finalement, c'est pas quelque chose qui marche dans une façon très facile. On aimerait bien remettre les personnes qui ont fait cette ligne de travail dans une autre ligne de travail. On forme, on donne plus de formation, on essaie de l'habituer et finalement, on espère qu'elles vont être autant efficaces. Et en fait, non. Parce que par rapport à les nouveaux arrivés qui ont fait le diplôme,
qu'ils ont fait le diplôme à l'âge de 20 ans, 23 ans, 25 ans. Là, actuellement, toutes les personnes qu'on a essayé, en fait, on essaie de reformer quelque part, ils sont très, très, très différents au niveau de qualification, au niveau d'expérience, au niveau d'aptitude et au niveau d'efficacité. Donc, finalement, la conclusion, c'est qu'à peu près jusqu'à 15% chance de réussite. Finalement, si on prend quelqu'un qui a 40 ans et essaie de lui apprendre l'informatique ou le codage par rapport à le 20 ans qui arrive. Donc, la question est très simple. Je pense que vous devenez déjà. Qu'est-ce qui va distinguer finalement toutes ces personnes qui pourront s'adapter de ceux qui ne pourront pas? Qu'est-ce qui va distinguer toutes les personnes qui peuvent être prêtes, vraiment prêtes à affronter ce monde de demain qui est là déjà actuellement, de toutes ces personnes qui peuvent pas? Et donc là, je vais entrer dans un terrain un peu plus psychologique, c'est quand même psychologue, pour parler un petit peu des ressources qui sont prédictives quelque part de cette adaptation positive, efficace quelque part de cette agilité, pas que émotionnelle, mais agilité au niveau humain finalement. Et bien sûr, il y a beaucoup de ressources, beaucoup, et on peut aller beaucoup plus loin que ce modèle que je vais vous proposer aujourd'hui, mais je vais rester sur 5 ressources très spécifiques qui ont été démontrées déjà par la recherche d'être efficaces finalement dans les prédictions spécifiquement de cette adaptation positive aux périodes de stress, au changement dramatique. Et donc, les 5 composants, les 5 ressources desquelles je vais parler, ils sont réunis dans les mêmes noms. Et le nom, c'est capital psychologique. Le capital psychologique, c'est en fait un concept, une théorie qui est développée à peu près, ça fait presque 15 d'années déjà, et beaucoup étudié. Donc, c'est quelque chose qui est très nouveau pour la France. On ne connaît pas encore vraiment, mais c'est quelque chose qui est plutôt déjà suffisamment bien étudié ailleurs pour avoir un petit peu de certitude. Et donc, le capital psychologique, finalement, c'est un concept qui combine, mais qui va combiner dans une façon, pas juste théorique, mais aussi dans une façon empirique, 5 capacités. Et les capacités sont les capacités suivantes. C'est l'optimisme, c'est le sentiment d'efficacité, auto-efficacité ou efficacité personnelle, l'espoir, résilience et aussi pleine conscience. Donc, pour le souvenir, ça c'est un acronyme qu'on a développé, c'est oser maintenant. Oser maintenant, c'est quelque chose qui est facile parce que 5 composants, c'est toujours un petit peu compliqué. Quelles sont les composants? Qu'est-ce que c'était dedans? D'accord? 5 composants, oser maintenant. Et en fait, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait grâce à la recherche? Que le fait d'investir et développer ces 5 capacités va prédire plein de choses. Va prédire notre capacité d'être adaptatif. En fait, on va adapter beaucoup mieux. On va réussir mieux. Dans les situations de stress et de difficulté, on va continuer à se battre. On va toujours, quelque part, garder une attitude des can-do, attitude qui nous permet d'affronter les choses. Et donc, ces 5 composants, ce n'est pas que théorique. Donc, si quelqu'un veut, par exemple, faire l'étude ou la recherche, vous allez trouver que les 5 composants sont très corrélés un à l'autre, en fait, finalement. Donc, on peut parler, en fait, de ce méta-concept des capital psychologiques. Donc, oui, on peut parler séparément de la résilience et séparément de l'optimisme, mais ensemble, on parle de cette capital interne qui nous permet de faire face. Et donc, je souhaite quelque part que j'ai connu cet acronyme et ce concept à l'âge de 15-16 ans, comme j'ai commencé à intéresser par ces questions pour la première fois. Je ne connaissais pas, donc j'ai essayé de le trouver, les mots, les concepts, les idées, mais finalement, dans ces 5 composants, on va trouver précisément ça, ce qu'on cherche, cette capacité d'adaptation. Donc, laissez-moi un petit peu parler des 5 composants et en fait, mettre un petit peu d'accent sur chaque des 5 parties. Donc, on va commencer par oser, optimisme. Donc, optimisme, qu'est-ce que c'est l'optimisme? L'optimisme, c'est notre capacité à, quelque part, se projeter vers l'avenir, se projeter vers le futur, et croire aussi que le succès, finalement, est possible. Donc, l'optimisme, c'est quelque chose qui, finalement, nous donne le début du mouvement. C'est quelque chose qui nous
permet de se mettre en mouvement. Parce que si on ne croit pas que c'est possible, si on ne croit pas que le futur est quand même, on a plus de chances qu'on va réussir ou pas, et le futur est un petit peu plutôt positif vers, et pas les désastres, en fait, c'est très difficile à commencer un mouvement, finalement. Et donc, en France, c'est particulièrement important. Parce qu'en France, si je regarde la recherche et les données, en fait, la France, c'est un pays très unique. Pourquoi c'est très unique? Parce que la France devrait être un pays plutôt heureux, d'accord? Et finalement, dans les classements mondiaux, la France traîne quelque part entre 20 et 25, 20e, 25e place. Et en fait, le paradoxe français, on a les chercheurs qui étudient ça pour comprendre, c'est le fait que les Français, finalement, devraient être beaucoup plus souriants, heureux. Pourquoi? Parce que le système de santé est quand même plutôt génial, le système éducatif, c'est plutôt quand même pas mal, c'est plutôt solide, les gens vivent plutôt bien, ils travaillent pas autant longtemps que les autres, on a quand même les vacances, plein de protection sociale, plein de choses. En fait, donc les Français devraient être heureux, mais ils n'ont pas autant. Pourquoi? La seule réponse, en fait, c'est l'optimisme. En France, c'est vraiment pas super à la mode d'être optimiste. Parce que l'optimisme, quelque part, il est associé avec manque d'esprit critique. Donc, si tu es optimiste, ça veut dire que tu ignores plein de choses importantes à prendre en compte, en fait. Sauf que ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut regarder vers l'avenir et croire que le succès est possible et en même temps d'être conscient des choses à améliorer. Ce n'est pas incompatible. Sauf que l'optimisme, ça nous donne cette drive, cette stimuli, en fait, à progresser. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est pour ça, je pense que c'est génial qu'aujourd'hui et demain, on va passer beaucoup de temps à spécifiquement discuter ça. Deuxième composant. Cette deuxième composant, c'est le sentiment de haute efficacité ou efficacité personnelle. En fait, c'est un mot un peu compliqué. C'est un mot, ça fait son notion, ça veut dire vraiment, cette notion, ça veut dire que c'est confiance, en fait, finalement. C'est quelque part un mot scientifique pour la notion de confiance. Et en fait, sentiment d'efficacité personnelle, c'est avoir une confiance en soi et, en fait, l'assumer et aussi faire l'effort nécessaire, plutôt, pour réussir des tâches difficiles. Donc, en fait, confiance, c'est savoir qui tu es, de quoi tu es capable, où tu es le meilleur, et quelque part, c'est pousser, en fait, à faire ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, c'est ça, confiance en soi, sentiment d'efficacité personnelle. Très, très importante. Parce que si on va passer notre temps à se cacher en pensant non, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible et je ne vais pas arriver, finalement, bien sûr qu'on ne va pas arriver. Et donc, les bases de confiance, aussi les bases de ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vraiment compréhension de où on est bon, compréhension de nos forces. Un de mes bouquins préférés, en anglais, c'est 9 Lies About Work, 9 mensonges par rapport au travail, écrit par Marcus Buckingham, et c'est les personnes qui, en fait, découvert la notion de force, en fait, de talent, et étudié les premiers à Gallup, à l'origine, à étudier ça. En fait, il a mis un test très intéressant dans son bouquin en disant qu'on a une erreur, on fait une grande erreur à croire que les personnes qui performent bien partout. En fait, ce n'est pas vrai. Les personnes qui ont les meilleures performances finalement, qui réussissent le plus, c'est les personnes qui comprennent où ils sont bons et investissent dans ça. Donc finalement, il parle de quelque chose qui s'appelle spiky profiles. Spiky profiles. En fait, presque les aiguilles qui sortent de nous. Les personnes qui réussissent le plus, c'est les personnes qui sont spiky, qui sont géniales quelque part, qui investissent dans quelque chose où ils sont géniales, ils vont sur ça. Ils vraiment travaillent sur ces capacités quelque part extraordinaires. Et les choses où ils ne sont pas extraordinaires, là, on se débrouille, on trouve les autres avec qui on peut travailler, on forme les collaborations, mais en fait, on n'investit pas l'effort nécessaire pour être bien partout. Parce que bien partout, finalement, ce n'est pas suffisamment performant. Donc, si on veut vraiment développer cette confiance en soi, sentiment d'efficacité personnelle, c'est très, très important à identifier où on est particulièrement génial et investir dedans. Un autre composant, troisième composant, c'est le composant d'espoir. L'espoir aussi, c'est quelque chose qu'on très souvent on croit. L'espoir, c'est quelque chose type le monde de bisounours,
j'espère, quelque chose va arriver. Non. L'espoir, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. L'espoir, c'est un comportement orienté vers un objectif, vers un but. Avoir l'espoir, c'est de voir un but, finalement, et objectif. Et finalement, c'est renforcé par notre capacité à voir les chemins multiples. Donc, en fait, l'espoir, c'est je sais où je vais et je sais comment je peux arriver. Et si je ne peux pas je peux pas arriver par cette façon le plus directe quelque part, je vais essayer d'arriver par là, ou par ci, ou par là. Et en fait, l'espoir, c'est quelque chose qui se développe beaucoup par les coachings. Pourquoi? Imaginez, j'ai un client. En fait, c'est un vrai client, c'est un chef de PME. Et ce chef de PME, il a vécu une situation un peu compliquée cette année. Donc, en fait, il a eu son très grand contrat qu'elle a déjà assuré en 2019. Il a déjà signé en 2019. Ce très grand contrat pour 2020 était décalé pour la fin de 2021. Donc, ça a affecté ses chiffres d'affaires dans une façon gigantesque. On parle d'à peu près de 40% de chiffre d'affaires. La problématique avec ça, c'est le fait qu'en fait, il a tout prévu pour vendre sa société. Donc, il va vers les retraites, à 5 ans de la retraite. Et donc, en fait, il a mis sa société à vendre. Et donc, sa vente de société était complètement dépendante de ses chiffres d'affaires en 2020, en fait, qu'il a décalé sur 2021. Donc, vous imaginez bien que la vente ne se passe pas parce que les chiffres d'affaires sont trop décalés par rapport à la projection. Et donc, finalement, sauf s'ils vont à la casse, ça peut pas arriver. Donc, il est dévasté. Il n'a plus d'espoir. Il ne sait pas où il va parce que tout ce travail de ce contrat et aussi de vente qu'il a préparé, qu'il a fait, en fait, quelque part, il arrive à absolument rien. Et donc, comment développer l'espoir? L'espoir, c'est juste les cheminements multiples. Et donc, finalement, en travaillant sur qu'est-ce que tu peux faire à la place, quelles sont les opportunités dans le fait que tu as perdu ce contrat, en fait, c'est pas perdu, c'est décalé. Et donc, quelles sont les opportunités qui sont offertes quelque part par cette perte, le permis à identifier plusieurs nouvelles formes de développement. Donc, finalement, grâce à cette réflexion, coaching, questionnement, investigation, la créativité, il a mis 4 nouvelles chemins en route. Finalement, à la fin de l'année 2020, il a démarré une autre société de distribution des produits similaires, quelque chose comme ça, qui a en fait réussi à compenser, plus que compenser, la perte des contrats initiaux dans les sociétés primaires. Donc, quelque part, l'histoire elle est simple, il ne veut plus partir en retraite. En fait, il développe les 4 nouveaux chemins, les 4 nouveaux édits qu'il a mis en place, et finalement, il a plein d'espoir. Et il explique qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je voulais autant partir en retraite, parce qu'en fait, finalement, je vais m'ennuyer à mort. Donc, finalement, plutôt pas mal pour le développement de l'espoir. Donc, l'espoir, c'est quelque chose de concret. Si on arrive à identifier les chemins vers notre objectif, finalement, ou peut-être aussi avec parfois les changements d'objectif, l'espoir revient. Et une quatrième partie, aussi autant importante, c'est cette notion de la résilience. On a passé toute l'année 2020 travailler sur la résilience avec les petits groupes, les grands groupes, les conférences. Je ne sais pas combien de milliers de personnes à former dans les programmes Spark Resilience l'année précédente. Et en fait, la résilience, c'est quelque chose, contrairement à notre perception, c'est quelque chose qu'on peut développer. C'est en partie quelque chose qu'on est né avec, cette capacité à adapter à l'adversité, à rebondir après l'expérience difficile, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut développer et travailler. Et donc, en fait, on a les recherches qui démontrent que oui, ce n'est pas autant difficile de développer. Et on peut travailler cette capacité de la résilience au niveau individuel, avec les mécanismes cognitifs, affectifs, comportementaux et les notions de sens qui est très important à trouver pour être plus résilient, mais aussi c'est très important de travailler cette résilience au niveau d'équipe, au niveau de collectif, parce que dans ce monde distribué autour de tous les écrans Zoom et beaucoup les équipes qui bossent à distance, c'est pas que cette notion individuelle qui est importante, mais cette notion collective, comment ensemble on devient plus résilient qu'on peut être au niveau individuel. Et ça, c'est quelque chose qui se construit aussi. On sait que les équipes, par exemple, résilientes, c'est les équipes qui partagent un modèle mental commun, modèle mental qu'en fait, moi, je sais qu'est-ce que tu fais, toi, tu sais qu'est-ce que je fais. Il y en a les mêmes à peu près représentations de nos tâches, nos projets,
nos objectifs, on fonctionne dans les mêmes espaces cognitifs. Ça, c'est quelque chose qui contribue. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est l'attitude positive. Le fait qu'on n'a pas besoin tout le monde qui sont optimistes dans cette équipe, mais on a besoin de quelques personnes avec l'optimisme un petit peu plus développé, quelques personnes avec pessimisme pour bien assurer qu'on ignore pas les petits trous par-ci par-là, mais quelques personnes optimistes pour avoir stimulé de mouvement. C'est très important au niveau d'équipe, pour les équipes résilientes, avoir cette sécurité affective, le fait qu'on peut parler de choses inconfortables et qu'on peut prendre le risque aussi à avoir les idées et partager les idées sans sentiment d'être ridiculisé, par exemple. Et donc, il faut avoir aussi ce sentiment qu'on peut débrouiller finalement ensemble. Quelque part, on trouve les solutions un petit peu bizarres parfois, mais ce n'est pas grave. Il faut avoir aussi quelque chose qui s'appelle l'efficacité collective aussi. Donc, ensemble, on est plus efficace que tout seul. En fait, il y a plusieurs facteurs, plusieurs leviers pour développer cette résilience collective aussi. Ilona, donc, je me permets juste de vous couper 2 secondes pour vous dire qu'il est bientôt 19h et que si on veut avoir du temps avec le public, si on pouvait finir d'ici 5 minutes, ce serait parfait. Mais c'est passionnant, hein, c'est passionnant. 2 slides qui restent. Vous m'avez dit 19h05 et je vais finir à 19h05 maximum. Et my bad. Et donc, et 5e composant aussi à développer plutôt facilement, en fait, c'est quelque chose qui s'appelle le plan de conscience, ou maintenant. En fait, le plan de conscience, c'est d'être complètement présent dans ce qui se passe et pas quelque chose qu'on imagine. Parfois, on associe le plan de conscience qu'avec cette posture bouddhiste et méditation quotidienne. Oui, c'est partiellement vrai. Mais le plan de conscience aussi, c'est voir les choses pour qu'est-ce qu'ils ont. Et en fait, quelque part, sortir des cadres qu'on s'impose sur nous-mêmes. Et la pleine conscience, c'est quelque chose finalement qui nous permet de voir les situations de façon claire. Et c'est aussi autant indispensable. Quels sont les faits? Qu'est-ce qu'on prend en compte? D'où on part? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et donc, pour finir, Thomas, j'ai fini. C'est très simple. Le test que je voulais développer aujourd'hui, c'est le fait que pour affronter le présent qu'on est en train de vivre actuellement et le futur, qui a plein de surprises incroyables, et très fascinant, il faut d'abord développer nos ressources d'optimisme ou cette flexibilité cognitive, nos ressources de confiance en soi quelque part et acceptation des différences entre nous et complémentarité. On parle de cette spikiness en anglais, spiky. Ressources d'espoir et en fait beaucoup de créativité autour de génération de voies multiples aussi. Ressources de la résilience, parce que c'est exactement ça qui nous permet en fait de ne pas tomber dans les problématiques de santé mentale, mais plutôt fonctionner, même avec tout ce qui se passe, et avec un petit peu de pratique de pleine conscience. Et c'est là, je pense, on peut se préparer à rentrer dans le futur. Merci beaucoup. Quelqu'un le sauce. Oui, Ilona, Et pour j'ai fini. cette belle présentation. Merci aussi pour ces images très, très inspirantes. J'ai beaucoup aimé le petit Lego qui se bat contre la Converse. Moi aussi. J'invite le public à poser ses questions sur le chat. En attendant que d'autres questions arrivent, je voulais revenir sur cette histoire parce que bon, vous parlez d'optimisme, de résilience, mais j'ai l'impression qu'on est quand même très inégaux par rapport à ça. C'est-à-dire que je connais des gens, effectivement, ils ont tout le temps la pêche, ils sont tout le temps heureux, et puis d'autres, on a l'impression qu'ils se noient dans un verre d'eau et qu'ils ne partent pas avec les mêmes armes. Je pense qu'on est tous un peu en attente aussi de toolbox. Alors, je ne sais pas si c'est trop votre démarche, mais est-ce que vous, surtout dans les temps actuels où c'est quand même vraiment pas facile, notamment ceux qui ont des enfants ou qui vivent dans des petits appartements, comment est-ce qu'on muscle en fait son capital psychologique et sa confiance? Vous avez des petits tips ou pas?
Oui, pas mal de petits tips. En fait, elle a plein de tips. Elle a, quelque part, elle a beaucoup de ressources développées et beaucoup de choses à faire aussi autour de comment on le développe. Et en fait, les tips, quelque part, on peut le mettre au niveau cognitif, mais aussi au niveau plutôt affectif. En fait, c'est comment je vois la situation autrement, comment je gère, qu'est-ce que je ressens, comment je gère mon comportement finalement, comment je trouve le sens. Et en fait, quelque part, il y a plein de tips à tous ces niveaux-là. Donc, par exemple, au niveau cognitif, plutôt comment je gère mes représentations de ce qui se passe. C'est quelque part les parties 1, presque le plus important, parce que comment j'interprète les situations, ça va affecter aussi qu'est-ce que je vais ressentir par rapport à cette situation. Donc, par exemple, je sais pas, on prend les annonces de la semaine dernière. Donc, je suis sûre que là, parmi nous, beaucoup de personnes qui ont prévu partir en vacances, par exemple, qui ne peuvent plus partir en vacances et qui ont commencé à la maison avec les enfants. Et les vacances, elles ont annulé. Ils ont vraiment besoin de se reposer, mais elles ne peuvent plus parce qu'ils n'ont pas réussi à partir le week-end dernier parce qu'ils ont eu le travail cette semaine-là. Et donc, finalement, ils ont commencé dans les petits apparts parisiens, par exemple, avec 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés, deux enfants qui courent la tour. Donc, OK. Donc, première partie, c'est comment on lit cette situation déjà, comment on voit et comment on interprète. Et il y en a plusieurs plutôt pratiques, techniques, quelque part, c'est le cadrage cognitif. Donc, quelles sont les opportunités dans la situation présente, d'accord? On a quelque part distanciation, comme je ne peux plus regarder les annonces ou toutes les discussions autour de ça, peut-être il faut que je regarde plus cet appareil-là et c'est plutôt utile parce que je prends un petit peu de distance avec toutes les sources d'information. Il y a un petit peu de aussi une notion de décatastrophisme. Donc oui, c'est vraiment pas génial, deux enfants dans 60 mètres carrés et plus de vacances, mais quelque part, si j'imagine vraiment les pires choses qui peuvent arriver, OK, les pires choses qui peuvent arriver, vraiment, OK, je ne vais pas me reposer à temps, mais je ne vais pas mourir. D'accord, peut-être. Et quelles sont les meilleures choses qui peuvent arriver grâce à ça? OK, peut-être je ne vais pas inventer une nouvelle technique tout de suite, mais peut-être je vais profiter pour prendre 2 jours finalement avec mes enfants et un petit peu s'amuser ensemble, quelque chose comme ça, même si on fait ça dans les 60 mètres carrés. Donc, aussi quelque chose de fusion cognitive, oui, je suis en panique, par exemple, là, actuellement, mais finalement, est-ce que c'est moi qui est en panique ou est-ce que quelque part, c'est mes pensées qui sont en train de faire roller coaster et est-ce que je peux prendre un petit peu de distance, pas juste avec les sources d'information, mais aussi avec moi et autre moi et mes pensées un petit peu. Comment vous Donc, faites, par exemple? Imaginons que là, à un moment, vous vous mettez à ruminer sur une idée négative et la OK, conférence va mal se passer, je ne suis pas en forme. oui, tout à Qu'est-ce fait. que vous faites concrètement? OK, concrètement. Par exemple, j'adore cette technique, je le fais très souvent. Donc, si je me trouve en train de ruminer et rentrer dans cette spirale négative, je dis, OK, d'accord, c'est bon. En fait, il faut que je m'inquiète, clairement. D'accord? Mais par contre, je n'ai pas de temps pour m'inquiéter tout le temps. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais m'inquiéter aujourd'hui à 20h. Entre 20h et 20h15, je vais m'inquiéter au fond. Mais à fond, tout ce que je veux, d'accord? Mais après, par contre, à 20h15, je m'arrête parce que je n'ai pas de temps. Et demain, je me permets d'être inquiète, OK? Et aller à fond entre 20h et 20h15. Et vous D'accord? faites quoi à 20h15? Et à 20h15, je passe à la suite parce qu'il faut cuisiner le dîner et j'ai plus de temps pour ça. D'accord. Mais en fait, ça, c'est un truc, petit type très pratique, marche très, très bien. En fait, prévoir si on a vraiment beaucoup d'inquiétudes, aussi beaucoup de ruminations autour des questions. En fait, on prévoit les temps très spécifiques. OK, prenez, si c'est pas 15 minutes, c'est pas suffisant, prenez 30. Mais par contre, c'est un temps défini quelque part. Et le jour prochain, je peux recommencer, mais je me limite à ça. Ça aide énormément. Donc, par exemple. Et après, bien sûr, on a tout ce qui est gestion émotionnelle. Et gestion émotionnelle, il y a plein de choses. Par exemple, une technique qui est très utile, c'est bien sûr parler, parfois. Encore plus, c'est écrire. Parce que parfois, parler, on va rentrer dans cette rumination ensemble. Et ça, c'est pas très utile. Donc, si c'est pas très utile, ça vaut mieux écrire. Écrire, Super écrire technique. sur un bout de papier pour soi-même, c'est ça? Bout de papier pour soi-même. Prenez un ordinateur si vous préférez. Écrire. Tout ce que vient dans l'esprit, écrivez, 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 écrivez. Ce sont des techniques super efficaces. Parfois, on n'est plus habitué à écrire pour nous-mêmes parce qu'en forme de journaling, c'est très, très efficace. Une autre technique qui peut en fait intégrer dedans, c'est étiqueter.
En fait, une des découvertes, c'est comment on arrive à donner les mots, nommer dans une façon très précise nos émotions. Ça, c'est quelque chose qui, en fait tomber cette charge émotionnelle. Donc, c'est pas que je suis stressée. Stressé, ça veut dire quoi, stressé? Stressé, ça veut dire quoi? Stressé, ça peut être inquiet. Stressé, ça peut être en colère. Stressé, ça peut être déçu. Stressé, ça peut... En fait, stressé, ça peut dire plein de choses. Donc, dans une façon la plus concrète possible, qu'est-ce que je ressens actuellement? Et donner les mots nommés dans une façon très, très, très précise. Bien sûr, après, je suis psychologue, mais numéro un de toutes les techniques, de toutes les stratégies, finalement, c'est tout ce qui est sport, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mouvement physique, évidemment, bien sûr, plein de conscience, plein de choses comme ça. Donc, en fait, il apprend aussi un peu en autre sens. Ok, je m'arrête. Sinon, je vais continuer avec boîte à outils long temps. Si on a du temps à la fin, on reviendra là-dessus, c'est super intéressant. Alors, Antoine de Faumervaux, qui ne précise pas sa promo, nous aimerait revenir sur la multiplication des identités. Et il parle notamment des réseaux sociaux. Et il demande ce qu'il appelle le narratif d'identité se définit par rapport à des objectifs ou à des cibles différentes. Et donc, j'imagine que sa question, c'est, je ne sais pas, est-ce que je veux paraître pro sur LinkedIn, sympa sur Insta Comment expliquer ce phénomène de multiplication d'identité? Oui, ça c'est un vrai phénomène absolument fascinant et quelque part, on a beaucoup de sens dans ça parce qu'exactement sur Facebook, je veux apparaître chatty par rapport à tout le monde et presque un copain avec tout le monde. Sur LinkedIn, je veux rentrer dans ma personne professionnelle. Donc, quelque part, c'est logique parce que les réseaux sociaux nous permettent cette identité différente, mais les difficultés après, c'est quelque part, c'est retrouver. Parce que finalement, je sais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et donc, je multiplie mes identités tellement que j'arrive à un sentiment d'avoir en fait quelque part un sentiment de vide. Est-ce qu'on a du mal à savoir qui on est à cause de tous ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on perd En fait, le lien avec soi-même? Il y a pas mal de recherches autour de l'impact des réseaux sociaux. Et le danger, c'est quelque part communiquer et s'exprimer autant qu'on n'a plus de temps et l'espace pour en fait cette identité individuelle. Finalement, on a tellement exprimé toutes les façons d'être et toutes les façons de se représenter qu'on arrive à ce sentiment de vide. Mais du coup, vous recommandez une modération sur les réseaux sociaux? Oui. C'est quoi? Vous, par exemple, vous vous dites pas plus d'une demi-heure par jour ou... Non, je vais pas aller autant de loin pour donner les conseils à tour de timing, parce qu'après, ça dépend de votre identité professionnelle, à quel point vous êtes obligé de vous établir, à quel point tout le reste aussi, à quel point ça vous fait plaisir ou pas communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup de personnes qui font ça parce qu'il faut et pas parce qu'on a envie. Donc, finalement, tout le reste. Donc, mais par contre, quelque part, avoir ce sentiment d'équilibre et avant tout, équilibrer communication et relations sur les réseaux sociaux avec la communication et relations dans le monde réel. Parce que la recherche démontre que si les communications et relations sont fortes dans le monde réel, après, cette communication en plus dans les réseaux sociaux sont plus, et c'est plutôt positif. Par contre, si les relations dans le monde réel, c'est quelque chose qui nous manque, en fait, les réseaux sociaux, ça ne compense pas, mais plutôt nous met dans une position vulnérable et nous met dans une comparaison avec les autres. Et ça, on rentre dans un truc beaucoup plus négatif, en fait. Okay. Donc, c'est complexe. Cultiver la vie réelle et les activités. Okay. Exactement. Une autre question sur le rôle de l'éducation. Je ne sais pas qui la pose. Le rôle de l'éducation semble clé pour transmettre une approche optimiste. Alors, on sait qu'en France, on n'est peut-être pas les meilleurs là-dessus. Est-ce que vous avez des idées pour les parents et pour nos écoles, notamment HEC, donc nos professeurs en fait? D'accord, bonne question. Donc oui, éducation, c'est en fait le point clé. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Claudia Seni qui a fait en fait beaucoup de recherches sur pourquoi les Français deviennent pessimistes en fait. Et en fait, il a vraiment mis les poids sur l'éducation. Donc, c'est grâce au système éducatif qu'on sort finalement
quelque part, posture beaucoup plus pessimiste qu'avant. Donc, on a beaucoup de recherches sociologiques qui démontrent que l'éducation, c'est absolument le clé. Dans une phrase, c'est un peu compliqué de donner tous les conseils, mais finalement, il y a beaucoup de choses. C'est déjà les façons beaucoup plus modernes d'apprendre, parce qu'en fait, les systèmes français sont un petit peu coincés dans un enseignement très hiérarchique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, par exemple, combien des élèves vous connaissez en France qui peuvent aller à un examen de bac et présenter un mind map très compréhensif et avoir une super note, par exemple? Non, parce que ce n'est pas accepté. Donc, si, par exemple, on développe un argument en philosophie, on va l'écrire. On ne peut pas faire un mind map, une carte mentale. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement accepté ailleurs. Si tu présentes un argument qui est très bien développé et tu le écrit dans une forme mind map, c'est acceptable. Donc, en fait, déjà, c'est les façons comment on travaille autour des systèmes éducatifs, autour des systèmes d'apprentissage qui doivent absolument changer. Exactement. C'est un travail qui est beaucoup plus collaboratif, c'est co-création, co-invention, c'est beaucoup plus d'autonomie dans les choix sur lesquels l'élève veut bosser. Il parle quelque chose qui est obligé. J'ai un fils dans une école créa, dans la 4e année, il est en brief. Comme ça, il faut rentrer absolument dans cette brief. Et que dans les 5e année, il est finalement capable de définir son projet. Mais il faut lui attendre 5 ans d'école supérieure pour définir son projet. C'est long, c'est quand même très long. Donc, en fait, déjà, il a quand même l'approche beaucoup plus moderne, pédagogique qui existe et la France, elle n'est pas vraiment complètement à jour, ça c'est sûr. Après, une autre chose très, très importante aussi, c'est l'importance du développement de compétences psychosociales. Comme on sait, c'est les ressources qui vont prédire notre adaptabilité et vraiment intégrer ça au niveau de qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on enseigne et aussi comment on apprend et comment on enseigne, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait. Et on est un petit peu en retard. Donc, troisième, c'est vraiment de favoriser la créativité et la collaboration. Parce que finalement, notre travail, c'est un travail collaboratif. Dans le monde du travail, on ne travaille pas tout seul dans notre coin en compétition avec tous les restes du monde. Finalement, on travaille en collaboration avec les autres. Donc, ça, c'est les 3. Et après, comment apprendre, plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Ça, c'est quelque chose, je suis passionnée. Je travaille sur l'éducation depuis 20 d'années. Donc, regardez un petit peu notre travail si vous voulez bien. Et travail de Positron autour de ces questions si vous voulez bien. Et tout ce qui est autour des notions d'éducation positive, donc éducation de compétences psychosociales et éducation du 21e siècle. Donc, les compétences pédagogiques plus développées. Okay. Et juste pour ajouter à ça aussi, et un jour peut-être on va arrêter de sélectionner les enseignants sur les bases de leurs compétences dans un métier, compétences dans les sujets précis, mais plutôt on va le sélectionner sur les compétences, comment faire apprendre aux autres. Parce qu'en fait, nos compétences et nos capacités et qu'est-ce qu'on sait dans mathématiques, c'est beaucoup moins prédictif d'apprentissage d'un élève que notre capacité à transmettre. Ouais. Les bons chercheurs ne sont pas toujours des bons pédagogues, par exemple. Non, les bons chercheurs, c'est parfois très sympa à l'écouter, mais pas toujours. C'est très intéressant, c'est notre perspective à voir les choses, parce que les sujets finalement de recherche sont très, très précis. Mais finalement, si on veut vraiment favoriser l'apprentissage, c'est pas ça qui va favoriser. Et une petite, si vous ne connaissez pas les travaux de Hattie en Nouvelle-Zélande, ça c'est quelqu'un qui a fait les synthèses de 800 méta-analyses liées à l'apprentissage et qu'est-ce qui est efficace dans l'apprentissage. Donc, commencer par là, c'est absolument génial. Et tout ce qu'on croit qui est important pour l'apprentissage, c'est complètement renversé. Donc, oubliez les devoirs à maison, par exemple. Si vous avez un conseil à donner aux parents qui nous écoutent ce soir sur comment rendre mes enfants optimistes ou comment cultiver l'optimisme chez mes enfants, malgré le monde dans lequel on vit, malgré la France, malgré son système très rigide, très top-down, comme vous nous l'expliquiez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents? OK. 2 choses. Comme les enfants vous apportent la mauvaise note, vous leur dites « Génial, qu'est-ce que tu as appris grâce à ça ?» Déjà, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? OK, tu as eu 820, très bien. OK, très intéressant. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'était intéressant, fascinant pour toi? Pourquoi? Comment tu peux expliquer? Qu'est-ce que tu peux faire autrement? Avec une vraie attitude de curiosité, pas l'attitude de jugement. Parce que finalement, on apprend le plus de nos erreurs que de tous les réussites, finalement. Ça, c'est un. Et deux, finalement, malheureusement, qu'est-ce que je suis, ça impacte beaucoup plus de tout ce que je fais, par rapport à tout ce que je fais. Donc, c'est vous le modèle. Si vous voulez apprendre l'optimisme, commencez par vous-même. Et c'est notre propre interprétation, c'est notre propre comment je peux voir les choses autrement, quelles sont les solutions possibles. Avec, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer les émotions, on peut exprimer les émotions. On peut, c'est normal, c'est légitime. Parce que si on ne l'exprime pas, dans tous les cas, personne ne va vous croire. Parce que vous êtes un robot et vous n'êtes pas un parent. Donc, c'est normal de l'exprimer, mais en même temps, avec aussi cette modèle de finalement, OK, je me sens très coincée, trop contrariée là maintenant, mais qu'est-ce que je peux faire autrement? J'adore ce que vous dites sur les notes. J'avais jamais entendu ça et je trouve ça magnifique. Une question de Alassane, alors je ne sais pas qui est Alassane, un peu philosophique. Où situer le doute et comment trouver le chemin de l'optimisme? Alors là, on sent là encore la culture française, où il faut douter toujours de tout. Je ne suis pas contre le doute. En fait, l'optimisme, ce n'est pas quelque chose d'illogique. En fait, on croit que l'optimisme, c'est logique. En fait, ce n'est pas illogique. Ce n'est pas du tout illogique. L'optimisme, c'est en fait croyance en possibilité que ça peut bien se passer, en fait. Et cette possibilité que ça peut bien se passer est autant réelle que le fait que ça peut mal se passer, finalement. Donc moi, j'aime bien les doutes et j'aime bien l'analyse critique et j'aime bien l'optimisme aussi, en fait, finalement, qui est très logique. Donc, je ne suis pas contre du tout. OK, je vais un petit peu approfondir ça parce que c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on sait? C'est le fait que l'optimisme, généralement, ils sont plus performants que les pessimistes. D'accord? Donc, le fait d'être optimiste, ça nous pousse à l'action. Et donc, comme ça nous pousse à l'action, finalement, on va essayer plus de choses. Et donc, finalement, logiquement, on a plus de chances d'arriver. Parce que si j'essaie rien, je ne vais pas arriver, ça c'est sûr. Donc, par contre, il y a un style, par rapport au pessimisme, il y a un style explicatif qui s'appelle pessimisme défensif, qui est presque autant performant que l'optimisme. Donc, en fait, on peut distinguer entre l'optimiste pur, d'accord, pessimiste pur, que je ne vais pas arriver, donc je ne vais pas essayer, et pessimiste défensif. Donc, ça, c'est une autre catégorie qui est quand même importante, parce que si vous trouvez là, ça change un petit peu le don. Pessimiste défensif, c'est les personnes qui disent, OK, je ne vais pas arriver, sauf si je fais ci, ça, ça et ça et ça. Donc, en fait, ils ne croient pas dans les possibilités de succès, finalement, sauf avec un investissement, beaucoup d'efforts, des efforts. Et donc, finalement, quelque part, ils n'ont pas tort. Parce que les pessimistes défensifs sont autant des réussites que les optimistes. Et en fait, c'est très compliqué pour ces personnes-là d'apprendre d'être optimiste. Parce qu'elle dit, oui, là, je veux croire que tout va bien se passer et je ne fais rien. Donc, ça le met en panique, en fait, finalement. Et donc, les pessimistes défensifs, c'est quelqu'un qui vont préparer pour bien assurer que ça va être bien à la fin, quand même. Ils ne vont pas se permettre de croire que ça va être bien, mais ils vont quand même continuer à préparer. Donc, si vous êtes dans cette fonctionnalité-là, c'est dur à basculer vers l'optimisme. C'est dur parce que, en fait, ça met trop d'anxiété, trop d'inquiétude. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec le temps? Que les pessimistes défensifs, ils sont performants. Et avec quelque part plus d'investissement, plus de temps que l'optimiste, il arrive au même résultat. Et petit à petit, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de temps, il commence à lâcher petit à petit. Et quelque part, il commence à être un petit peu plus optimiste. Mais c'est très compliqué à vraiment changer cette habitude mentale. Donc, ce n'est pas autant noir et blanc que l'optimisme pessimiste, c'est beaucoup plus détaillé. Et après, je peux citer une autre vingtaine de types d'optimisme dedans. Donc, je ne vais pas vous faire peur. Mais déjà, pour un petit peu vous parler de cette complexité. Donc, le doute, elle est bienvenue. Et si vous êtes pessimiste défensif, ça va passer. Non, ça va pas passer. Mais pitié, on ne va pas vous forcer, ça c'est sûr. C'est ce qui vous est arrivé, vous, personnellement, dans votre vie? Vous Oui. étiez avant une pessimiste? Moi, je suis à l'origine
pessimiste défensif. Je ne suis pas un optimiste par la nature. Je suis quelqu'un qui est très orienté vers le futur. Donc, j'ai eu une confusion globalement que j'étais un optimiste parce que je pense presque à 100% que du futur en permanence. Donc, j'ai eu cette confusion entre l'orientation vers le futur et l'optimisme, mais avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Donc, en fait, grâce à la recherche, c'est très intéressant pour moi apprendre que j'étais plutôt un pessimiste défensif. Mais globalement, avec l'âge, je relâche un peu. Donc, ça va. C'est pour ça que vous faites si jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez. Alors, ça va. vous êtes obligé de répondre. Coralie Renard nous demande, elle nous parle de, ah oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rituels ces dernières années avec le développement personnel, le yoga, tout ça. Est-ce que ça vous parle, cette idée de rituel? Est-ce que vous-même, vous avez des rituels ou est-ce que vous suggérez, vous recommandez au public de mettre en place des rituels dans leur vie pour être plus optimiste? Ok. Donc, pour le rituel, en fait, qu'est-ce qui peut être très utile? C'est un petit peu, désolé, je fais peur encore, regarder les preuves scientifiques derrière le rituel. En fait, il y a des rituels où, en fait, il y a des pratiques où le fait de ritualiser, c'est très efficace, comme quelque chose comme pleine conscience. Donc, si vous aimez bien les pleines conscience, chaque jour, 5-10 minutes, quelque chose comme ça, 15 minutes, vraiment, c'est quelque chose. Sur la respiration, c'est ça? Méditation en pleine conscience, il y a plein de façons, parce que ça peut être centré sur la respiration. En fait, il y a plusieurs façons de fonctionner de pleine conscience. Ça peut être à l'attention focalisée sur quelque chose. Ça peut être plutôt pleine conscience et d'être présent par rapport à tous les stimuli d'environnement, plein de choses comme ça. Donc, en fait, plusieurs façons, il y a plein de façons à faire. Donc, ça, c'est quelque chose où le rituel est très efficace et on peut plutôt favoriser les rituels vers pleine conscience. Rituel par rapport à l'exercice physique, c'est super. Et là, par exemple, on parle très souvent des 3 bonnes choses par jour, 3 kiffs par jour, qui viennent en fait de quelque chose qui est très, très bien étudié déjà. Donc, avant de dormir, écrivez 3 choses qui ont bien passé aujourd'hui. OK, ça, c'est notre rituel à développer. Mais, par exemple, là, situation un petit peu différente. Parce que si on regarde les recherches, cet rituel, il est très efficace si on le fait pendant 1 semaine, 2 semaines, max 3 semaines. À partir de là, l'effet de ritualiser ça, en fait, devient contre-productif. Et l'impact sur le bonheur devient en fait négatif. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'habitue, c'est les mêmes choses, encore 3 choses, OK, encore j'ai eu très bon dîner avec mon mari. OK, donc en fait, on s'habitue, on a du mal à trouver quelque chose de différent et on commence à percevoir ça comme une obligation. Et donc, finalement, dans ce rituel-là, l'impact des rituels longs est plutôt négatif. Donc, le conseil, c'est plutôt, comme intervention courte, c'est efficace. Comme intervention longue, si vous faites ça, pas plus qu'une 2 fois par semaine, plutôt, et plutôt après dans une façon plutôt spontanée. Avant de vous coucher, si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui va me passer, très bien, mais vous n'êtes pas obligé à chaque fois à écrire dans un cahier comme un élève. Donc, en fait, ça dépend. C'est pour ça que ce n'est pas autant simple. Ça dépend. Ça peut être, par exemple, je traverse une période difficile, je mets en place un rituel 3 kiffs par jour pendant 2-3 semaines. Exactement. Et là, je vais mieux, Exactement. là, je le fais plus spontanément. Exactement, exactement. Si vous voulez un petit peu cette différenciation, on a développé un outil qui s'appelle carte d'action positive. C'est 60 des interventions de ce type avec précisément les notes. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il faut. Donc, en fait, il y a beaucoup de détails, de nuances. Et quelque part, comme on transmet ça dans une façon très vulgarisée, on peut perdre les nuances. Et les nuances sont plutôt logiques. Si on commence à enlever, ce n'est pas un bon rituel. Si on continue à différencier et à avoir plein de choses différentes à faire, comme dans Prendre conscience par exemple, cet rituel est plutôt efficace. D'accord. J'ai une question un peu personnelle, mais je ne pense pas être le seul dans mon cas. J'ai une sorte d'anxiété de la performance, c'est-à-dire je me mets toujours un peu la barre trop haut. Et c'est vrai au travail, mais c'est vrai aussi dans ma vie, quand je fais du sport, etc. Et je pense que pas mal de diplômés d'HEC ont le même symptôme. Et c'est très difficile de. Je sais que des fois je devrais baisser la barre, mais j'y arrive pas. Comment est-ce qu'on fait pour baisser la barre quand on sait qu'on la met trop haut et que ça nous rend malheureux? Très simple question, très simple réponse, non. Non, ok. Quelques pistes, je ne vais pas donner tous les. Pour moi, je commence en fait, quelque part, oui. Si on est dans cette
performance élevée, on a toujours vécu cette performance élevée, on veut continuer cette performance élevée et tout le reste. Déjà, il y a deux pistes de réflexion. Est-ce qu'on est plutôt dans ce qui s'appelle l'état d'esprit flexible et figé, et le fait d'être toujours viser les performances les plus élevées peut, à la place des apprentissages, peut signifier plutôt qu'on a l'état d'esprit un petit peu figé par rapport à nos capacités. Donc, je suis bon que si j'obtiens ça, quelque part. Donc, en piste, c'est essayer de développer l'état d'esprit un petit peu plus flexible. Ça veut dire qu'est-ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que j'apprends, à la place de à quel point je suis performant. Et deuxième piste, peut-être, c'est plutôt en réflexion autour de si je devais choisir où je vraiment veux être performante, est-ce que j'arrive à choisir? Pas être performante partout, mais quel est un endroit, deux endroits où, d'accord, je suis d'accord avec moi-même, je vais essayer d'être le plus performant possible. Et quels sont les endroits, les disciplines, les fonctionnalités, les parties de mon travail que je peux abandonner et dire que si c'est suffisamment bon, c'est suffisamment bon. C'est un peu, ça rejoint le spiky profile, c'est-à-dire j'accepte de ne pas être bon dans tel et tel domaine. Exactement. Okay. Quelque part où je vise vraiment, ok, je vais pour les meilleurs possibles, et les autres, c'est bon, je ne suis pas obligée d'être bon partout. Et il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup mieux que moi, et c'est très bien, parce que comme ça, eux, ils ont toute la place. J'ai encore une question, mais avant, il y a plusieurs personnes qui me demandent, parce que vous avez cité des chercheurs, dont notamment un en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous pouvez redonner leur nom et peut-être les épeler pour qu'on puisse les rechercher? Oui, tout à fait. C'est John Hattie. Attendez, donc, je vais l'écrire. Hattie. Donc, John Hattie. Ça, c'est vraiment très intéressant par rapport à l'apprentissage. C'est fascinant. Ça fait un peu peur qu'on commence à lire tout de suite. Donc, il faut un petit peu persévérer parce que c'est très... c'est vraiment très scientifique comme base de départ. Donc, il faut un petit peu rentrer dedans, mais après, c'est plutôt bien expliqué. Il y a plusieurs variations de résultats parce que, en fait, c'est les méta-analyses de plus que 800 méta-analyses qu'ils ont mis à jour dans une façon très régulière. Donc, il faut vraiment viser plutôt les dernières publications parce qu'on a un changement, un petit peu de conclusion avec plus d'informations et persévérer un petit peu je sais pas, petite heure pour bien comprendre le raisonnement et après vous allez rentrer dedans. C'est fascinant. J'adore ça. Ça, c'est quelque chose où je kiffe. C'est un des kiffs du jour. Dernière question avant de passer à la table ronde. Question de Hélène. On revient sur les identités multiples et elle demande est-ce que le problème, c'est pas, alors ça rejoint le sentiment de performance, effectivement vouloir être performant partout, dont les réseaux sociaux ou dont le monde réel d'ailleurs, et comment est-ce qu'on peut réduire ça, ce qu'elle appelle la Zoom fatigue? C'est beaucoup de choses. C'est la Zoom fatigue et les réseaux sociaux et tout ça ensemble. En fait, je pense vraiment pour commencer, c'est peut-être les mêmes questions de choix. Où vous êtes vraiment obligé d'être performante. Et si j'arrive à abandonner quelqu'un endroit où je ne suis pas obligée d'être performante, c'est le bon début. Par exemple, dans une façon très pratique, très personnelle, oui, je fais la publication sur LinkedIn et sur les Facebook et Instagram, mais par contre, si vous regardez bien, c'est pas moi, d'accord? Donc oui, on a les services communication, donc on publie je sais même pas ce qui se passe dedans, d'accord? Et je vais même pas essayer de savoir. Et j'écris parfois sur LinkedIn personnellement, parfois, comme j'ai vraiment envie. Et je vais juste, si je suis performant dans cet endroit-là, ça va être juste un seul endroit où je vais viser finalement. Donc, pour rapport aux réseaux sociaux. Et les autres, si vous me suivez, c'est pas moi. Ilona, je veux vraiment vous remercier parce que je trouve ça très libérateur ce que vous dites, que finalement on n'a pas besoin d'être bon partout et qu'on peut juste accepter d'être nul en cuisine ou de ne pas avoir le sens de l'orientation ou de ne pas être actif sur LinkedIn, que sais-je. Exactement. Et ça, je pense que c'est un bon message pour tout le monde. Et puis j'ai vraiment, vraiment aimé cette idée de mauvaise note pour les enfants. Et peut-être que dans 20 ans, il y a des gens de 25 ans qui remercieront leurs parents de leur avoir dit bah, tu m'as pas grondé pour mes mauvaises notes, mais tu m'as permis de voir
la face positive des choses. Et c'est vraiment, je pense que c'est hyper utile pour les générations futures. Donc, c'est génial qu'on soit plus de 100 personnes à entendre ce que vous nous avez dit ce soir. Malheureusement, c'est déjà fini. Mais merci beaucoup pour votre... à la fois, c'était souriant, synthétique, concret. Vraiment bravo. Et je passe la parole à Apolline qui va donc animer la table ronde qui suit. Voilà, merci à tous. Super. Merci beaucoup. C'était génial. Vos questions de tolérance. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.